Salut, bienvenue à tous dans Tales, saison 3, saison 3, épisode 6. Voilà, on va s'arrêter là, c'est un bon lancement. Comment ça va ? Attends, Jean, attends. T'as pas l'impression qu'il y a une ambiance un peu étrange autour de la table ? Un peu morose d'un coup là ? J'ai des frissons, je me sens pas... En fait, j'ai pris une craie, je me sens pas bien. J'ai dessiné une forme à la craie qui ressemble... Attends, c'était un pentagramme sur mon sol. Non mais attends, qu'est-ce qui se passe ? J'ai allumé des bougies noires que j'avais chez moi et puis il y a un être qui est... Ouais, j'ai invoqué quelqu'un d'un petit peu particulier qui habillé de noir est arrivé et s'est posé à ma table. C'est vrai ? Quelqu'un qui est déjà venu ici d'ailleurs, c'est Johan. Salut Johan. Bonsoir. Ça va ? Enfin ? Ouais, pour ma défense, j'ai juste un t-shirt un peu noir, mais le reste, Non, c'est du bleu, quoi. Pour ta défense, tu es... je veux dire 50 nuances de sombre. C'est... Pour ma défense, je n'aime pas la lumière. Quoi ? Ok. Bon, comment ça va ? Eh bah, bien. Ravi d'être là, d'avoir été invoqué proprement cette fois-ci. Cette fois-ci, je t'ai toujours invoqué proprement, avec des craies neuves, je vois pas où est le problème. Là, j'ai même sacrifié une biche pour pouvoir t'invoquer, je respecte un peu. Du coup, t'es là pour nous parler de quelque chose d'un petit peu particulier, non ? Aujourd'hui, on t'a pas invoqué pour rien, je pense. Non, on m'a invoqué pour parler de mon jeu préféré. Alors, J'ai pas spoilé, enfin c'est dans le titre, j'ai juste dit qu'on avait invoqué pas pour rien. On n'invoque pas le diable sans raison, le diable, c'est tout, carrément. c'est tout ce que je voulais dire. Ouais, non, vous avez bien fait de m'invoquer, c'est pour parler d'un jeu qui me tient beaucoup à cœur, donc... Bon, avant de parler du fétichisme de Johan, parlons un petit peu des nôtres. Est-ce que t'as trouvé des choses intéressantes, Antoine, dont tu aimerais nous parler ? Non ! Est-ce que t'as craqué ton slip, en d'autres termes ? Je n'ai pas pledgé, je n'ai pas mal dépensé mon argent, j'ai résisté à Dragonbane jusqu'au bout. J'ai hésité longtemps. Ouais. Dragonbane ! Ouais, moi j'ai pas résisté, j'avoue. Mais heureusement, à vous deux, il y en a toujours un qui craque. Sachez que quand on a demandé à Jean le montant qu'il avait pledgé, il nous a répondu en cryptique. Il était là, alors si tu regardes le soleil à cet angle-là, ça affichera la somme. D'accord. Merci. Il nous a donné l'équivalent en crypto-monnaie aussi, c'était beaucoup trop. C'est vrai. Voilà, il nous a dit, bon, on était environ sur 1,4 bitcoin, alors je vous laisse faire la transaction, hein, ça fera un peu beaucoup. Non, j'ai vu un petit truc qui... J'ai vu que Chaosium allait sortir un jeu de plateau Horreur sur l'Orient Express. Donc, je suis déjà enregistré sur la page du Kickstarter quand ça sortira, évidemment. Autant vous dire que ça ne sera pas un day one, mais un minute one. Et ça va être donc, en plus, je me suis dit, ça se trouve, ce sera cool parce que pour faire jouer le scénario en présentiel, si j'ai les figurines et tout, ça peut être sympa. Donc voilà, ça a l'air génial, j'attends ça. Et sur la page Kickstarter pour Antoine, il y aura marqué, tu sais... financé en 2 minutes, mais ça. Par un seul homme. Financed by Antoine. Ils ont créé un pledge, il s'appelle Antoine. Le pledge d'Antoine, c'est 10 boîtes. C'est pour moi. Voilà. Il y a un porte-conteneur, c'est pour moi, c'est directement à mon adresse. Les figurines sont pré-shadées, taillées à la main par un moine en haut d'une montagne. Ça fait 30 ans que le gars il travaille dessus. C'est ça. Non, moi je ne pré-shade pas mes figurines, je les peins, ça prend juste 6 ans. Donc souvent j'ai du temps avant de jouer. À peu près, voilà. C'est le moine, il est là. C'est Nalgaïb, c'est pour Antoine. Moi, écoute, tu l'as dit, hein, Arkane a sorti un jeu, donc forcément, je pledge, je suis obligé. D'ailleurs, probablement que je pledgerai celui dont on parlera aujourd'hui, puisque Arkane va le sortir peut-être demain, au moment où on sortira ce podcast. Mais sinon, j'ai pris effectivement Dragonbane, qui a l'air d'être un Forbidden Lands avec des scénarios. Donc, du coup, je m'étais dit naïvement que j'allais fusionner les deux jeux. Argument fort pour Dragonbane. Il y a des scénarios dedans. Non, mais il y a du donjon et tout, il y a des trucs. Oui. T'as pris une suite de gamme, nous aussi ? Y a pas une petite suite de gamme qui traîne, là ? Il y a Myr. Mais Myr, en fait, c'est pas un vrai pledge parce que j'ai déjà pledgé pour ce qui est sorti et c'est juste qu'ils refont une campagne, ce qui permet aux gens qui ne l'ont pas eu de l'acheter. Et du coup, je peux juste, si je le souhaite, upgrader mon pledge. Ça, c'est possible. Ah, et ça n'a pas été fait pour le moment ? Sachez qu'il tremble. Hein. Il a la main qui tremble actuellement. Et du coup, je me laisse. Tu vois, il n'y a pas de bon ou de mauvais pledge avec Myr. C'est une question de situation, de rencontre.
Voilà, mais toi, c'est assez raisonnable en vrai. J'ai pas. C'est tout. Très bien. Johan, Bah non, mais moi j'attends du coup la prochaine sortie d'Arcane. Oh, dis donc, une première fois. First time Arcane, ouais, probablement. Voilà, ouais, c'est émouvant, j'aimerais bien revivre ça aussi, la première fois où j'ai pledgé un jeu Arcane. Après, j'avais participé un petit peu au pledge de VSN parce que j'avais filé de l'argent à Antoine pour qu'il me prenne l'Alsace mythique. Ouais, mais t'as pledgé par procuration, c'est ça, c'était un pledge par procuration. Ça a transité sous pli secret en train un jour. Ouais. Personne ne s'en est rendu compte. Personne ne s'en est rendu compte. Heureusement. On est passé à 2 doigts de l'incident diplomatique. Ouais. Donc non, j'attends ça et puis j'attends un autre jeu de la boîte de production du jeu dont on a parlé aujourd'hui, la production originale, mais du coup sortira en anglais, qui va s'appeler Valraven. Tu le prendras pas en italien Je pourrais maintenant. Parce que maintenant tu lis couramment l'italien, on peut le dire. Appris sur le tas. Non, mais j'ai la version PDF italienne de ce jeu déjà, figure-toi. Mais d'accord. En fait, pour la version physique, je pense que je prendrai quand même l'anglaise. T'attendras pas la trad ? Non. Est-ce que tu attends des trucs particuliers, Antoine, autres que tu as déjà dit maintes et maintes fois, comme par exemple au hasard Miroir des Terres Médianes? Bah ça c'est 2024 ils ont dit, hein. Donc j'attends de nouveaux trucs. Non, c'est surtout du suite gamme là. Donc je vais dans la semaine ou la semaine prochaine, je vais passer à ma boutique et acheter ce que j'ai pas acheté de Cthulhu. Donc je crois que j'ai 3 bouquins de retard. Donc voilà. De toute façon, tu peux plus râler sur Edge. C'est fini. Tant que t'as pas acheté tout ce qu'ils ont sorti maintenant. D'ailleurs, tu remarqueras que je n'ai plus râlé sur Edge depuis qu'ils ont sorti plein de trucs. Bon, t'as râlé la dernière fois. Là, ça a été, tu t'es calmé. En même temps, le seum était trop important pendant trop longtemps. Il fallait bien l'évacuer à un moment, quoi. C'est ça. Il en restait un peu, du coup. Je fais ça. Si j'attends la suite de la trad de VSN avec j'attends vachement la suite parce qu'en VSN, ils ont sorti, donc il y a... Toi, tu les as déjà eu en anglais, mais il y a la Grande-Bretagne et l'Irlande. Il y a des scénarios. Et puis là, ils ont fait une campagne, une grosse campagne qui est sortie, qui est la première vraie campagne de VSN. Ouais, mais c'est la saga de la montagne, là, c'est ça, ou un truc comme ça. Ouais. Ils ont sorti sans financement, ils l'ont mis directement en vente, la version anglaise en tout cas. Et j'aimerais bien qu'elle soit traduite et qu'on l'ait dans un de ces 4, parce qu'en ce moment, je fais jouer du VSN et mes joueurs kiffent pas mal, donc histoire d'avoir plus de matos, quoi. Voilà les attentes. Bah plutôt cool. Moi j'ai aucune attente nouvelle, que des trucs anciens qui ne sortent toujours pas, donc un peu de ça. J'ai rien à dire de particulier. C'est du seum, ça va finir par sortir. La Montréal. Non, attends, pas du. Non, mais c'est pas du seum, c'est annoncé, j'attends. Il y a la suite du Seigneur des Anneaux là qui est sortie là, que Edge a sorti là. Oui. Ça, tu l'as pris ça? Je me le laisse, je l'achèterai dans une boutique quand l'occasion se présentera. En mai par exemple. Sur un jour de fragilité, c'est des périodes de fragilité importantes en mai. Il attend soit la sortie de garde, soit la pression d'Impair. La pression d'Impair, ça marche. Ça va être ça. Là, je suis facilement pressurisable, c'est mon défaut. Bref, et toi, Johan, tu vises quelque chose? Eh ben, j'attends en dehors Seasons, qui est en dehors de ton, comment dire, de ton éditeur favori. Peut-être le jeu de société Darkest Dungeon. En ce moment, non, j'essaie depuis trop longtemps. Too soon. Alors non, Darkest Dungeon. Too soon. Non, c'est pas Too soon. Moi, j'ai quitté le navire il y a très longtemps quand on m'a dit que le navire était séquestré en Asie. Non, par contre, j'attends l'extension de Beast. Oui, j'ai pas pledge l'extension. J'ai vu que j'ai fait que 3 parties dans le jeu. Pour l'instant, j'attends de jouer un peu plus. Il a pas non plus signé de NDA pour parler de ça. Moi, j'attends l'extension avec les figurines à peindre. Bah oui, grave. En plus, c'est vrai. Voilà. Ok. Bon, de quoi on parle aujourd'hui? Broken Tales. Un jeu pas encore traduit, en tout cas à l'heure où on parle, le jeu n'est pas encore sorti en français. Alors, première fois qu'on fait un épisode de genre avant-première. Donc il faut qu'on raconte un peu l'histoire quand même. Parce que Broken Tales donc, sort le pledge sort en français par Arcane Asylum le lendemain de la sortie du podcast, c'est ça? C'est ça, le 2 avril, ouais. Et on est toujours pas financé par Arcane. Non, mais c'est important à dire, ça, pour le coup. Attendez quand même, là vraiment, on a atteint un niveau de clientélisme, c'est du jamais vu là. Vous n'êtes pas financé par Arcane. On peut quand même remercier Arcane qui a accepté de me passer le PDF français en avant-première pour qu'on puisse en parler. Tu peux. Parce que je peux remercier. C'est peut-être le moment de dire pourquoi, juste avant qu'on présente qu'on aille plus loin, pourquoi est-ce qu'on t'a invité, Johan, sur cette session pour nous parler du jeu? Bah déjà parce que c'est moi qui vous ai présenté le jeu.
C'est moi qui vous y fais jouer. Il Et puis parce que j'ai une relation un peu particulière avec le jeu et la boîte de production, parce qu'en fait j'ai participé du coup à au premier crowdfunding comme tout le monde, sauf que j'ai vachement accroché avec l'équipe et je les ai aidés à le traduire en fait de l'italien à l'anglais. Et puis maintenant je suis modérateur de leur serveur Discord en anglais. Ferme et exigeant, n'oublions pas. J'ai du coup aussi appris un peu l'italien pour pouvoir parler avec les Italiens là-dessus. Je les aide un peu la traduction de la suite de gamme, on en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis j'ai aussi du coup là accepté de participer pour rédiger du contenu additionnel français pour la campagne d'Arcane Asylum qui arrive du coup demain. Donc du coup, je pourrais mettre en guest Johan dans le titre de l'épisode. Ouais, carrément. Incroyable. Ouais. Terrible. Je mettrais ça, fit Johan. Donc voilà, et puis donc c'est quand même un jeu qu'on connaît plutôt bien, parce qu'on a fait quand même pas mal de parties, et ça fait quoi, 1 an et demi? Ah non, c'était quoi, 2021 ou 2022, un truc comme ça. Ça doit faire au moins 2 ans, voire 2 ans et demi. Un jeu, on a fait pas mal de parties, donc un très bon jeu, mais ça on y reviendra. On va vous présenter. Broken Tales. Il y a un sous-titre français. Genre Broken Tales, virgule quelque chose en français ou pas? Non, ça sera Broken Tales, le nom du jeu en français. D'accord. Très bien. Petites anecdotes Ouais, c'est ce que j'allais te proposer. Est-ce que tu veux nous partager peut-être une petite histoire parmi les nombreux contes brisés que nous avons traversés? Peut-être qu'il y en a un que tu voudrais nous partager. Comptes, effectivement. Alors juste, essaye de ne pas spoiler les potentiels scénarios d'intro, notamment. Ok. Juste le scénario d'intro. Non, je vais pour raconter. Bon, on joue. Enfin, il faut que j'essaye de ne pas spoiler la suite de l'épisode aussi. C'est dur. On joue des personnages. On vous racontera un peu en détail, mais des personnages hauts en couleur. Au début, au détour d'un village, on a rencontré un capitaine de la garde, un jeune capitaine qui avait probablement un bel avenir quand on l'a rencontré. Voilà. Et qui malheureusement a essayé de faire jouer son autorité sur notre groupe. Et ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il n'y a pas plus haute autorité que nous, enfin à part le Vatican, le pape à la limite, mais je veux dire sinon. Revenons au jeu. Qui peut vraiment nous tenir rigueur Non, mais c'est vraiment dans le jeu tout ça, c'est bon. Ouais, voilà. Bon, il faut savoir que il a commencé à être un peu impertinent et nous l'avons donc soumis. C'est-à-dire qu'il a fini les 2 pieds les 2 genoux dans la boue, la tête dans la boue, écrasé par l'un d'entre nous. Et il y en a un qui a, avec son couteau, dépecé un peu de viande avariée et qui l'a forcé à manger la viande. Voilà, c'était assez sympathique, et ça c'était minute 4 du scénario. Donc, voilà, on a passé 1 heure à soumettre un garde qui est là juste pour dire bonjour à la base. Voilà, donc ça c'est un souvenir qui a marqué. L'escalade de la violence quand même. Il a été impertinent, phrase après, nous l'avons soumis. C'est un peu ça, il a été brisé. Je me rappelle quand même quand on est ressorti du village 4 jours après, il était toujours dans la boue en train de se demander ce qu'il faisait là. Moi j'ai souvenir que vous m'avez demandé un épilogue sur ce personnage et il avait genre abandonné sa femme et son enfant, mis feu à sa maison, enfin c'était terrible. Tu sais, à chaque fois, mais qu'est-ce qu'il est devenu le garde dont on se fout pour le scénario? Tu sais, à chaque fois quand on commence un nouveau scénario, on est là, mais tu te rappelles de ce garde? Qu'est-ce qu'il est sur devenu, une campagne, il pourrait devenir le grand méchant finalement à la fin. C'est l'arc et l'événement déclencheur, c'est la soumission du début du premier scénario. Ouais, clairement. Ça aurait été incroyable. Peut-être que c'est ce qui va se passer. Peut-être, on sait jamais. Ou alors peut-être qu'il est vraiment brisé. Le broken dentel, c'est lui dont on parle. Lui, il est brisé et rebrisé. Bon, Jean, t'as des trucs à nous raconter Moi, j'ai beaucoup joué un personnage inventé qui s'appelle le veilleur funèbre, qui était la mort. Et lors d'un scénario, à la fin d'un scénario, le personnage qu'on poursuivait pendant l'entièreté du scénario finit par nous avouer quel était son but ultime, qui était d'assassiner l'un des autres PNJ de l'histoire. Et lorsqu'elle m'a dit quelles étaient ses motivations pour assassiner ce personnage, elle m'a convaincu que finalement c'était probablement la bonne chose à faire, et plutôt que de protéger ce PNJ, ce qui était
quasiment la mission de base, initialement donnée par le conteur dans cette histoire, eh bien mon perso a juste tendu sa faux vers ce qui était initialement le grand méchant du scénario, et l'a laissé accomplir son destin. Et ce moment-là, moi ça m'avait beaucoup marqué, c'était quelque chose d'assez... une possibilité assez originale qui était laissée par le jeu, de juste, vas-y, décide. Et moi ça m'a marqué. Tu as peut-être une petite histoire, parce que Johan du coup masterise ce jeu depuis longtemps, et dans notre groupe, mais également beaucoup en dehors de ce groupe, et donc a de multiples histoires à raconter. En italien, en anglais... Je suis pas sûr qu'il masterise encore. Non, je masterise en anglais, mais je masterise pas en italien. Il a pas encore ce niveau, faut pas exagérer. Mais je masterise pour des Italiens en anglais. Supportable. On va mettre un peu de douceur peut-être dans toutes ces anecdotes. Le jeu s'appelle Broken Tales, il s'appelle pas Soft Tales. Hein, parce que le jeu a quand même un peu de poésie aussi. Moi je me souviens surtout d'une scène que j'ai faite avec des joueurs effectivement du groupe de Discord, où un des joueurs en fait jouait un personnage qui est capable de se muter, modifier des parties de son corps. Et du coup, elle avait modifié ses bras pour en faire des ailes. Et elle s'est élancée en fait au-dessus d'une fosse qui était remplie d'esprits malveillants et de flammes qui étaient en train de partir dans tous les sens, qui avait été provoquée très doux pour l'instant. Très poétique, ouais. Par très doux. Par le fantôme d'une petite fillette. Et elle s'est précipitée sur la fillette et l'a en fait englobée de ses bras transformés en ailes pour la calmer et mettre fin à l'incendie, ce qui a... magnifiquement bien marché. Je vois de quel scénario ça peut être tiré. Voilà. Vous voyez, il y a d'autres façons de faire. J'ai pas lu ce scénario, mais je l'ai vu. J'ai vu le titre et la page de... Ouais. Je pense de ça vient. Ouais, avec c'est les possible. mots. Ouais, c'est possible. Comme quoi, t'es pas obligé de buter tout le monde. Non, moi j'ai pas buté le méchant de scénario dont je parle. J'ai laissé faire. Oui, genre, elle avait des motivations, on les a expliquées. J'ai dit, oui, t'as raison. Tiens, voilà mon aide. Mais d'ailleurs, dans ce scénar dont tu parles, Jean, on avait plutôt... on n'avait pas été ultra si bourrin que ça, finalement. Bah non. Dans ce scénario-là, on n'avait pas été bourrin, c'est Johan qui nous fait passer pour des gros bourrins. Bref. Donc le jeu on est bourrin sur les gardes, sur la représentation de la force martiale, c'est exactement. tout. Après, voilà, des gros anards en fait, en réalité. Voilà, exactement. Donc le jeu du jour, c'est Broken Tales. Est-ce que peut-être Antoine, peut-être plutôt Johan, je sais pas, pourrait nous présenter rapidement la boîte qui produit ce jeu ? Ouais, donc Broken Tales, c'est un jeu qui est produit par The Word Anvil Publishing, à ne pas confondre avec The Word Anvil, qui est une société qui fait de la création de mondes imaginaires. Donc The Word Anvil Publishing, c'est une boîte italienne. C'est une petite boîte d'édition qui publiait, du coup, Broken Tales, c'était son premier jeu anglais. Elle avait avant ça publié 2 autres jeux de rôle en italien. Voilà, et donc il travaille avec un système de jeu qui est plus orienté vers la narration, on en reparlera après, mais du coup, voilà, l'idée c'est de créer des jeux. Alors oui, il crée des jeux plutôt sombres, plutôt horrifiques, comme vous avez pu l'entendre jusque-là. Adapté à ton style de jeu en fait. Avec des thèmes assez forts. Adapté à mon style de jeu, oui, certes. Mais finalement, c'est un peu Broken Tales qui m'a fait, tu vois, plus oui, d'accord. l'inverse. Ah oui, ça y est. J'arrête de tracer un pentagramme, faut que je trace l'art du jeu en fait sur mon parquet maintenant. C'est ça, alors là, bon courage. Donc du coup, c'est une boîte d'édition qu'on n'a encore jamais présentée avant, et qui est finalement pour l'instant assez peu connue, et qui est en fait en français, j'entends, et qui là du coup va faire son premier financement participatif en France. Pas eux directement, mais c'est le premier jeu qui sort en français. Ouais, ça sera la première traduction française officielle dans leur jeu. Du coup par Arkane Asylum. Encore eux, évidemment. Encore eux, évidemment. Qui du coup devrait sortir... la campagne de financement commencera le lendemain de ce podcast. Et ça, c'est un peu inattendu. Donc rapidement, c'est un jeu qui a été financé en mai 2021, qui a rassemblé 120 000 euros... Sur Kickstarter, 120 000 euros et... 122 000 et 128 euros, si tu veux être précis. L'homme des chiffres est arrivé, l'homme de la précision, on en reparlera sur la gamme. Et il y a eu à peu près 1900 contributeurs,
C'est quoi, c'est à peu près? Depuis quand t'as pas le nombre exact? Bah parce que On est déçus, j'ai pas là. pris le nombre exact, là, j'avoue. Ouais, j'avoue. Excusez-moi. Yoann pleure des larmes de sang, là, devant moi. Ouais. Ouais. Il a plutôt déçu. se dire déçu, tu sais. Genre, Déçu, Antoine. Donc du coup, t'en parlais, c'est un éditeur qui a d'autres jeux qui tournent tous sur le même système, d'autres jeux qui sont sortis ou à prévoir, qui sont peut-être déjà sortis en anglais ou en italien. Ouais, alors en fait, il tourne sur une version plus ancienne du système, qui est un peu plus complexe que celle qui est utilisée maintenant, mais c'est le même créateur pour le système, c'est le même créateur pour ces deux jeux-là. Et là, maintenant, ils font des jeux... il y a une autre commande en anglaise, là, actuellement, pour un jeu de survie zombie, qui est rédigé par un autre auteur, avec le système de jeu de l'auteur de Broken Tales. Ok, on peut peut-être donner leur nom rapidement, on n'a pas donné le nom de ces gens. Ouais, l'auteur... Que tu connais du coup personnellement. Que je connais personnellement, tout à fait. L'auteur, c'est Alberto Tronchi. L'illustrateur exclusif des livres de Broken Tales, c'est Daniel Comerci. Et le directeur de la maison d'édition, c'est Tommaso De Benetti. Nous les saluons. Je suis sûr qu'ils vont écouter ce podcast avec attention. Ouais, évidemment. Ouais. Et bien comprendre, je pense. Et compréhension. Et compréhension. Ils vont même pas comprendre quand j'ai prononcé leur nom, je suis sûr. Et donc du coup, on en parlera, la campagne française qui débutera le 2 avril. Peut-être que rapidement, avant d'aborder le jeu plus en détail, tu pourrais nous planter un petit peu le décor de... Justement, quel est le décor du jeu, quel est l'univers du jeu de Broken Tales? Ouais, alors Broken Tales, du coup, c'est un univers qui est assez flou, mais qui se déroule dans une version de l'Europe du XVIIIe siècle. 18e siècle, donc c'est les années 1700, pas 1900. On est à quelques siècles de décalage. Attention Antoine, de la avant les années 20. C'est très... Vraiment là, j'ai plus aucune maîtrise, là, je ne sais plus. On peut faire 1720 si ça te met plus à l'aise. Mais voilà. Ouais, donc c'est le 18e siècle, donc c'est le début un peu de l'industrialisation. Il y a certains thèmes, un peu comme dans VSN, vous en parliez, sur l'industrialisation. Et c'est en fait un décor qui est propice surtout à l'univers des contes de fées, qui est celui dans lequel évolue le jeu, avec des seigneurs, des châteaux, des villages, un monde très rural avec des petits villages qui sont tous isolés, entourés de grandes forêts, des rivières, des trucs comme ça. Voilà, une ambiance très... On revient à la base du conte de fées avec une ambiance un peu glauque quand même. C'est un peu sombre, c'est un jeu d'horreur. J'ai rigolé tout à l'heure parce que moi j'avais noté juste une phrase sous univers, j'ai marqué c'est Hansel et Gretel sous coque. Ouais, je trouve que c'est un bon... Hansel et Gretel, un bon résumé aussi. Failli rencontrer d'ailleurs, mais pas encore. Oui, on est pas loin d'ailleurs. Oui, ils ont l'air sympathiques, hein. Ils ont l'air très sympathiques en tout cas, Hansel et Gretel. Dans ce moment. Voilà, ouais, non, mais en fait l'idée du jeu c'est de réinterpréter un peu les contes, et du coup l'univers, effectivement, il se base sur les versions des contes, pas les versions Disney, mais plutôt les vieilles versions des contes où c'était vraiment assez violent finalement dans les histoires et assez déjà effrayant. Et donc c'est de reprendre un peu cette matière un peu plus crue pour en faire des histoires à jouer en jeu de rôle. Après, il y a un twist puisqu'on joue pas exactement comme dans un conte. Enfin... Exactement. Le twist, c'est que en fait, les contes ont été quelque peu distordus ou renversés, c'est-à-dire que, c'est un peu simplificateur, mais en gros, ceux qui étaient les méchants des contes de fées sont devenus plus ou moins les gentils, et c'est en fait les personnages que vous allez jouer. Donc en fait, vous jouez des personnages inspirés de méchants de contes de fées, tandis que les gentils de contes de fées, du coup, sont devenus plutôt les méchants. Et donc le principe, c'est que vous jouiez ce qu'on appelle ces chasseurs, finalement, qui vont aller enquêter sur un phénomène anormal qui est en fait la manifestation d'un conte de fées qui s'est mal passé à travers l'Europe. De toute façon, je propose que avec la bande-annonce qui arrive, on nous explique un petit peu comment on en est arrivé là, parce qu'il y a quand même une explication. Il y a quand même une explication. Jean, take us away. Take it away, Jean. Il était une fois un enfant qui sauva le monde des contes de fées. Pour le récompenser, le roi des contes lui accorda un souhait. Mais celui qui tire les ficelles dans l'ombre vit là l'occasion de ternir le cœur de l'enfant sauveur et lui murmura une idée corrompue.
l'enfant demanda au roi de donner une nouvelle vie aux méchants, condamnés à ce rôle depuis des siècles. Ce serait là leur rédemption. C'est ainsi que les méchants devinrent bons. Mais ce que l'enfant ignorait, c'est que toute lumière a besoin d'une ombre, et que dans le même temps, les héros devinrent mauvais. À cet instant, tous les contes de fées furent brisés. Merci Jean pour cette belle bande-annonce, une fois de plus. On va parler un peu des inspirations, des inspirations dont le jeu, s'il lui-même a des inspirations qu'il donne, ou alors ce que ça peut nous évoquer à nous, dans la pop culture en général, pour essayer de vous transmettre un peu, l'univers et l'ambiance que dégage le jeu. Est-ce que vous aviez des trucs à dire ? Une version un peu dark de Hook. Côté un peu, on re-rentre dans les contes de fées, dans une ambiance un peu différente, un peu à côté, mais dans un mode beaucoup plus sombre et glauque. De toute façon, déjà, l'inspiration de base, c'est tous les contes de fées. Globalement, on n'a peut-être pas besoin de le redire, mais ça fait quand même du bien de le redire. Tous les scénarios sont basés sur des contes de fées, donc en fait, c'est ça la première inspiration. Sur et des après, sur des comment on dit sur les tales. Tu sais, les histoires de sorciers, Oui. de chasseurs, de trucs. Oui, les contes de fées, non ? Ah voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Sur les fairy tales, Antoine. Les fairy tales. Ouais. Quel accent. Super. Après, nous, on a fait un premier scénario qui était très en lien avec ça, mais ça fait penser à un film français connu, Le Pacte des loups. Le Pacte des loups. Avec une ambiance assez proche. Et je trouve que ça c'est bien l'ambiance. Dans le film, ils ont bien cette ambiance-là, un peu d'Arcos, les villages, un peu perdus, le duché. On projette bien l'ambiance générale du jeu. Ouais, c'est une ambiance un peu poisseuse, quoi. Ouais. J'avais noté la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, parce qu'il y a ce côté, genre, on se retrouve en équipe un peu de... Pas de super-héros, mais de gens un peu... de personnes avec des capacités un peu hors normes. Ouais, c'est un peu... C'est le Suicide Squad des contes de fées, finalement. C'est ça, ouais. Ouais, grave, c'est vrai, ouais. Et puis, j'ai mis Bloodborne. Bloodborne, c'est un peu très très Darkos, mais voilà, des fois, on tend un peu vers ça, quoi, je trouve. Ouais, ça peut. Ça dépend. Après, t'as aussi un maître du jeu qui est un peu Darkos, je crois. Donc... Ah, il avoue. On note. Il a avoué, vous voyez. Voilà, aujourd'hui, 1er avril. T'as peut-être les versions un peu plus dures, je sais pas. Tu parles de cet enfant qui est quoi ? Tu transformerais un petit peu l'ambiance dans quelque chose d'un petit peu plus sombre que ça ne l'est. On aurait vu quelque chose de plus sombre. Non. Il y a des thèmes sombres dans ce jeu qui sont abordés. Tous les scénarios commencent avec des mots-clés pour prévenir des thèmes sombres qui sont abordés d'ailleurs. Ouais, c'est vrai, j'ai vu ça. Ils te mettent les safety keys, les safety words, je sais plus. Safety keywords. Ouais, safety keywords. C'était presque là, genre, mais il manque. Écoute, j'essaye. Chaque jour, j'essaye, mais. Ah, ça Je sors, du coup. C'est à ça d'être bien. Terrible. Bon, le système de jeu. Qui en joue Qui en joue Antoine, qui en joue? On joue des chasseurs. Donc c'est des méchants qui ont été réformés par l'ordre. L'ordre, c'est c'est un ordre qui est régi par le Vatican. Et qui gère ces chasseurs, donc ces méchants de contes réformés. Les agents engagés par une faction secrète de la papauté. Voilà, une faction secrète de la papauté. Juste, les chasseurs n'ont pas souvenir d'avoir été des méchants, et en fait, grâce à la bande-annonce, vous saurez pourquoi, mais c'est pas la papauté qui les réforme, c'est que leur essence est transformée, et du coup, ils ont toujours été autre chose, finalement. Mais du coup, il reste des gens très surpuissants qui sont embauchés par la papauté pour aller faire... c'est ça. Le travail nécessaire. Bien mystérieux comme phrase. Et en parlant de mystère, quel type de scénario on joue, Antoine ? On joue... alors attends, pour changer énormément de type de scénario qu'on dit d'habitude, je vais dire investigation. Enquête, peut-être. Est-ce que tu veux dire qu'on joue des en fait, on peut investigateurs ? Après, on peut tout jouer, ça... Non, attends. Est-ce qu'on sera encore dans un Souk Cthulhu à nouveau ? C'est ça que tu veux dire ? Non. C'est un Cthulhu, année 1700... C'est pas tout peut être Cthulhu, hein. Si on peut partir par là, on peut tout. J'imagine que ce jeu dans Cthulhu, ce serait en fait tu jouerais les dieux, les grands anciens parmi les hommes. C'est un concept. Et oui, d'ailleurs il y en a qui ont créé
des personnages un peu inspirés Antoine, il est là, des genre, anciens. Non, hein. arrêtez, hérésie. Non. je vais faire de l'eczéma là. Ah, il y a- Jouer des grands anciens. Il y a non, un mais chasseur, c'est un votre grand esprit ancien. se fracturerait juste à l'idée, quoi. Non, attends, arrêtez. C'est très dangereux ce que vous dites là. Scénario, Johan, ça peut être un peu tout. C'est Ouais. plutôt investigation, enquête. Mais ça, enfin, c'est. En fait, le but du scénario, ça c'est peut de tout jouer, quoi. raconter une histoire et de faire découvrir l'histoire par les chasseurs et d'amuser les joueurs en les faisant aller chercher comment un conte de fées s'est mal passé, à quel moment ça s'est mal passé, qu'est-ce qui a changé. Donc en général, ça se On base. pourrait même faire du dungeon crawl. Enfin, Ouais, je pense ça qu'il y a se base en plus à- général plus sur le mystère, mais après, l'auteur Alberto, en fait, dans tous les contes, il change un peu ce qu'il fait à chaque fois sur le scénario. Il y a des trucs qui sont très linéaires, des trucs qui sont très dungeon crawl, des trucs qui sont plus ouverts. Donc, c'est assez variable. C'est pas forcément toujours un mystère, mais le prétexte initial est très souvent un mystère. C'est-à-dire qu'en fait, en général, il y a une demande qui est envoyée à l'ordre et l'ordre envoie ses chasseurs enquêter. Investiguer. Trouver les objets cachés. Oui, voilà. Voilà. D'ailleurs, parlant de trouver des objets cachés, quel est le trouve-objet caché de ce jeu quel système? Bah là, attention, Antoine va faire une crise d'épilepsie. Il n'y a pas de trouver objet caché. Y a pas Le système de jeu, ça s'appelle Monad Echo, qui est donc la deuxième version. La première version, c'était Monad, mais ça n'avait pas grand-chose à voir avec celle-là. C'est un système de jeu qui est très narratif, qui est orienté vers la résolution plutôt rapide de la plupart des choses et de faire moins de jets de dés que ce qu'on fait dans les jeux de rôle habituels. La résolution d'une action, c'est ce qu'on appelle un test. Déjà, en fait, vous n'êtes amené à faire un test que s'il y a vraiment une opposition claire par rapport à vous. Si vous êtes compétent pour faire quelque chose, par exemple, si vous êtes compétent pour enfoncer des portes et qu'il y a juste une porte à enfoncer, on ne vous fera pas faire de test pour voir s'il y a une chance que vous vous ratiez, c'est tout, vous enfoncez la porte. Mais par contre, s'il y a une vraie opposition, je sais pas moi, la porte elle est enchantée ou il y a un truc, là on peut vous demander un test. Donc le test, on vous donne en fait un niveau de difficulté qui est variable. Vous choisissez à quel point vous voulez bien réussir. Avec ces deux éléments-là, ça vous donne le niveau de difficulté réel de ce que vous voulez faire. Et ensuite, vous devez accumuler des réussites pour y arriver. Donc, Après, il y a un truc qui est particulier, c'est que finalement, il n'y a pas de stats. non, il n'y a pas de stats. C'est-à-dire que pour savoir combien de réussites vous avez, on regarde ce qu'on appelle des descripteurs. Chaque chasseur en a 3. Et les descripteurs, bah, comme leur nom l'indique, ils décrivent ce à quoi un chasseur est bon. Ou mauvais. Ou mauvais. Et s'ils Ouais. sont mauvais à quelque chose, ça a un impact, mais c'est plus un impact de roleplay pour pouvoir faire de l'expérience. Est-ce que tu peux donner un exemple de test, du coup? Ouais. T'as joué qui, Antoine, la dernière fois, toi? Moi, j'ai joué Niklos. Niklaus. Niklaus, c'est un exorciste. Typiquement, si il se bat contre un fantôme et qu'il me dit je veux le bannir. Ok. Le fantôme, il a, je sais pas moi, un niveau de difficulté à 5. Demande à Antoine à quel point tu veux réussir à bannir. Est-ce que tu veux ce qu'on appelle un dénouement avec un coup? Est-ce que tu veux un dénouement standard ou est-ce que tu veux un dénouement avec un avantage? Il me dit ce qu'il veut. Selon ce qu'il veut, on adapte le niveau de difficulté. Donc soit il reste à 5, soit il monte à 6 ou à 7. Et ensuite, on regarde, est-ce que Nikolaos est un bon exorciste? Oui, il a un descripteur qui dit qu'il Oui. est bon à l'exorcisme. Du coup, il commence avec Oui. 3 réussites. La réponse est oui. Voilà. Si Nikolaos Oui. n'avait pas été un bon exorciste, il commencerait avec une seule réussite. Là, il est bon, donc il commence avec 3 réussites. Il veut aller, par exemple, à 6 parce qu'il a décidé d'avoir un dénouement standard. Et ben dans ce cas-là, il lui manque 3 réussites supplémentaires. Et pour faire ces réussites supplémentaires, il a 2 options qu'il peut mélanger comme il le veut. Il peut soit dépenser du soma, qui est la seule ressource qu'un personnage a. C'est des points qu'on peut dépenser et qu'on peut récupérer quand on se repose. Soit lancer des dés. Et donc pour chaque dé qu'il lance, ça lui fait une réussite supplémentaire. Et le risque de lancer les dés, c'est qu'à partir du moment où tu lances les dés, s'il y a ne serait-ce qu'un seul dé qui fait un 1, ton test est un échec complet. Ça arrive souvent. Ça peut arriver plus Oui. souvent qu'on ne le croit. C'est-à-dire que Ça arrive typiquement, 98% du temps à peu près. Les joueurs Ouais, de ça- Tales le surtout savent, quand on joue c'est Niklos. très très compliqué. Ouais. Ceux de Vaesen aussi, ceux d'Alien aussi. Tous ces joueurs savent que faire des 1, ça arrive malheureusement très souvent. ouais. Donc c'est Et surtout ne pas faire de 6 aussi. Ça, c'est très. Alors, très, pour le très, coup, très, là, très souvent. faire un 6 ne change rien, que tu fasses un 2, un 3, un 4, un 5 ou un 6, c'est pareil. Oui, mais les traumatismes restent des traumatismes. Eh tu ouais, sais, ouais, c'est- je sais. Mais c'est marrant, ouais, parce que toi, tu fais quand même plus souvent des 1 que des 6, Oui, Antoine. oui, c'est vrai. Ouais, c'est vraiment marrant. C'est le terme que j'utiliserais. Ouais. C'est marrant. Ouais, je Donc trouvais ça attends, hyper juste drôle. pour... ouais, très très drôle. Ouais. Donc en gros, par exemple, juste pour bien comprendre, si le niveau d'opposition en face c'est un 5, Ouais.
et que je veux réussir de manière standard. C'est-à-dire que je veux pas payer un coup dans l'histoire, je veux pas perdre quelque chose. Il faut que je fasse combien de réussites ? Là, tu veux 6 réussites, du coup, le niveau d'opposition plus 1. C'est ça. Donc en fait, si je cale sur le niveau de réussite demandé de base, je paye forcément un contre-coup qui va se sentir dans la narration. C'est ça. Et ensuite, si j'augmente de 1 réussite, ce sera standard. Et si j'augmente de 2 réussites, là, je pourrais avoir un avantage dans la narration. C'est ça, tu auras une amélioration, un avantage qui te permet de faire un truc en plus. Et donc après, on discute entre le compteur et le chasseur sur le coût ou l'avantage que tu récupères quand tu fais ton dénouement. Et ce qui est très différent, en fait, c'est que c'est le joueur qui choisit à quel point il va réussir. Là où d'habitude, dans les jeux, on lance les dés, on regarde combien de réussites on fait, et selon ça, on détermine à quel point on réussit. Là, en fait, tu choisis à quel point tu réussis, et ensuite tu fais un pari si tu lances des dés, et tu peux très bien faire un test où tu ne lances pas de dés. Tu as 3 réussites de base, tu payes 3 de soma, bah c'est tout, tu es à 6, et tu réussis ton test classique. Et le maître du jeu, lui, ne fait pas de lancer de dés, en fait. Non. Pas pour l'opposition. Le compteur, dans la version pure du truc, il n'a pas besoin de lancer de dés. Après, il y a des tables aléatoires où tu peux lancer des dés pour des rencontres, des trucs comme ça dans le scénario, mais pour le test en lui-même, tu fais pas de lancer de dés. Oui, il n'y a pas de... Non. Alors après, là on a parlé du test de base, mais sur la fiche de personnage, il n'y a pas que le descripteur ce qui dit où t'es bon ou t'es mauvais et les points de soma qui est globalement ton énergie. On parle également de don et de sombre ego. Ouais, donc en fait, pour chaque descripteur, il y a un don qui est accroché au descripteur. Donc on a 3 descripteurs, donc on a 3 dons. Et les dons, c'est les pouvoirs de votre personnage. Et donc ils sont propres à chaque personnage, ils sont vraiment... personnalisé pour vraiment coller au mieux à votre chasseur. Et ça donne des effets supplémentaires. Alors soit il y a besoin de payer du soma ou d'être dans une position narrative particulière pour pouvoir s'en servir, soit il y a une limite au nombre de fois dont vous pouvez vous en servir, enfin voilà, et ça vous donne des capacités particulières. Typiquement Niklaus, il avait un don qui faisait que quand il se battait contre un fantôme, il avait des réussites supplémentaires gratuites. C'est ça, ça peut jouer aussi sur les tests, ça peut rajouter de base, une réussite, etc. Après évidemment il n'y a pas que des choses en rapport avec du combat, parce que finalement il n'y a pas tant d'actions au sens de trucs d'action frontale l'un contre l'autre. Moi par exemple j'avais des dons pour réveiller les morts et pouvoir leur poser des questions, des choses comme ça. Il y a aussi des choses qui ne sont pas uniquement juste de la brutalité. La majorité des descripteurs c'est souvent pas forcément sur le combat. Niklaus il arrivait, et souvent d'ailleurs dans les descripteurs, souvent un part plutôt positif et puis une part aussi plutôt négative du personnage. Enfin, souvent, comment c'est construit, on voit qu'au début, c'est un avantage, et puis, dans le même ton, il y a aussi ce que ça apporte en négatif au personnage pour la narration. Il y a toujours un revers de la médaille, parce qu'en fait, le but du descripteur, c'est à la fois de te donner des réussites en plus pour tes tests, et c'est aussi de te donner de la nourriture pour faire du jeu de rôle. C'est-à-dire que le jeu, il est censé t'inciter à jouer ton revers de la médaille, parce que quand tu exprimes ton revers de la médaille dans ton jeu de rôle, ça va te permettre de cocher ton descripteur qui permet de gagner de l'expérience, en fait. Et donc après, les points d'expérience, ils peuvent être utilisés, on va pas redétailler tout ici, mais en gros, pour avoir de l'expérience, tu dois jouer les parties négatives de tes descripteurs, justement. Ouais, d'accord. Et du coup, on a dit qu'il y avait aussi le sombre ego. Ouais, donc le sombre ego, c'est le 3e don, en fait. Il y a 2 dons qui sont un peu classiques, et le sombre ego, c'est un don qui est plus puissant, et qui rappelle directement le vilain auquel votre chasseur appartient. Donc pour Niklaus, c'est le diable. On note que c'est Antoine qui a choisi ce personnage. Moi, je veux juste, je pose. On avait le choix. Johan a envoyé toutes les fiches et Antoine qui a fait. Moi, j'aime bien celui-là, là, il est sympa. Moi, j'aime bien l'exorciste qui se transforme en démon. Pas de problème. Non, ce qui était très bon, c'est qu'à côté, on avait Ben qui jouait Saint-Georges, qui était quand même le pourfendeur de démons et qui ne tolérait pas du tout la corruption. Et du coup, les deux côte à côte, c'était incroyable. Ils sont vite séparés après. Ils sont vite séparés. Mais c'est bon, moi, je vais aller par là. Moi, je vais partir par là. Lui, voulait me suivre. Je dis non, moi, je pars plus loin que toi. Je vais faire un test. Très loin. Donc voilà, donc le sombre ego, c'est un don un peu plus puissant qui rappelle directement la nature profonde de votre personnage. Donc pour Antoine, le mal. Donc pour Antoine, le diable, tout ce qu'il y a de mauvais dans ce monde. Et revenons au jeu, s'il vous plaît, revenons au jeu. Qui permet d'avoir un effet plus puissant que les dons classiques. C'est-à-dire que il y a plus d'effets, ça coûte moins à activer parce qu'en fait, il y a un coût particulier pour activer le don, le sombre ego. C'est un activateur, ça s'appelle. Donc en fait, il y a une exigence d'être dans une certaine position narrative pour pouvoir activer le don. Niklaus, par exemple, il devait écouter le son des cloches, je crois. Pendant 1 minute.
C'est long. Pendant une minute. Voilà. Alors après, tous les chasseurs ont toujours la possibilité de s'infliger une blessure pour pouvoir activer le sombrego, mais il y a aussi toujours une part narrative de quelque chose qui peut être fait pour activer son sombrego. Les blessures, les chasseurs en ont 3 en tout et pour tout. Si on subit la 3e blessure, on est KO, soit mort, soit hors d'état d'agir. Ouais. C'est un système qui est très narratif, qui pousse vachement narratif. Bon, je vais faire un peu mal à Johan, voilà, ferme les oreilles, Johan. Mais pour vous donner un peu, ça ressemble un peu à un PBTA. Voilà, c'est une version un peu différente et avec d'ailleurs plus de bons côtés. Mais je trouve qu'il y a quand même un côté, on se sert de la narration et il y a vraiment, il y a moins ce côté stat, lancer de dés, etc. dans le jeu. C'est quelque chose qui est plus rapproché. Complètement. Hein. Moi, ça me fait pas mal du tout d'entendre ça, effectivement. C'est un jeu narratif. Non, mais... Et là où il y avait les moves dans le PBTA, là, t'as les descripteurs. Là, t'as les descripteurs à la place, mais c'est la même idée, effectivement. C'est que les joueurs, ils se positionnent dans la narration de façon avantageuse par rapport à leurs descripteurs pour faire les choses qu'ils veulent faire. Mais en fait, ça permet aussi d'avoir moins de frustration de ne pas pouvoir faire ce que tu veux faire dans la narration. Tu vois, tu veux faire quelque chose, tu lances tes dés, tu n'y arrives pas. C'est un peu chiant, alors que tu es censé être très bon à le faire. Tu te demandes même parfois pourquoi tu devrais lancer les dés, quoi. Bah, ici, le jeu dit clairement, en fait, s'il est bon pour le faire et qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y arrive pas, bah, il lance pas de dés, c'est tout, il le fait, quoi. On fait pas de test. Ouais. Quand on voit la fiche personnage, on se dit que la création de perso doit pas être évidente, parce que finalement, ça va nécessiter... Pas. Non, j'ai dit oui. Oui, j'ai dit exactement ça. Mot pour mot. Tu dis que la création de perso... On se dit précisément où sont les pré-tirés. Parce que finalement, quand tu vois ça, tu te dis que la création de perso, là où tu as des caractéristiques d'habitude, et tu peux assez rapidement créer un personnage avec des chiffres, là, ici, tu n'en as aucun. Et donc, pour pouvoir créer un personnage ex nihilo, que ce soit inspiré d'un personnage déjà connu ou juste quelque chose que tu inventes de nulle part, ça doit prendre du temps et ça doit être dur. Alors, c'est vrai que c'est un procédé qui est bien plus compliqué que de lancer des dés. Moi, c'est un des trucs qui m'a rendu amoureux de ce jeu, en fait, c'est que c'est un procédé qui te demande de t'impliquer, du coup, dans la création de ton personnage vraiment à fond. Le mot est lâché. Mais en fait, c'est aussi... Implication. C'est aussi simple. C'est plus simple parce que tu as un matériel de départ. En fait, tu pars d'un conte de fées, tu pars d'un personnage que tu connais. Et donc après, le bouquin, il te donne toute la démarche à suivre pour le créer, ton personnage. Les dons, il te donne de quoi construire les dons aussi. Et les descripteurs, il te dit un peu comment y arriver. Mais effectivement, ça demande un peu d'entraînement. Les premiers, ils sont pas forcément très bons. Ouais, et ça demande un peu ça doit être difficile de pas faire des choses overpowered. Typiquement, j'ai trouvé que Antoine avait Niklaus, il avait un don que je trouvais un peu trop couteau suisse. Où quand je voyais moi mon personnage qui était en fait ultra spécifique, Antoine avait un de ses dons, c'était je peux faire quelque chose d'extraordinaire ou un truc comme ça. Je sais plus ce que c'était. C'était son descripteur. C'était je suis extrêmement fort dans tout. Et du coup t'es là en mode ah mais c'est super, voilà. En fait je peux l'utiliser pour absolument tout du moment que c'est extraordinaire. Non, mais ok, très bien, mais voilà, du coup est-ce que je peux avoir le scénario du jeu? C'est extraordinaire. À peu près. Je rajoutais un salto à peu près chaque action et ça rentrait dans le truc. Non, mais effectivement, après, il y a une question d'interprétation des descripteurs aussi. C'est pas toujours facile à équilibrer. Mais globalement, les premiers personnages que tu crées, si tu veux en créer, ils sont pas bons. Mais en même temps, ça fait partie, du coup, ça te donne un autre aspect au jeu qui est la création de matériel qui est plus conséquente et plus entraînante, je trouve, que dans d'autres jeux. Et justement, je rebondis là-dessus parce que tu viens de parler de la création de matériel qui est conséquente. Et donc, du coup, à ton avis, avec toute l'expérience que tu as sur ce jeu, et on pourra en parler aussi parce qu'on en a un petit peu, à qui ça s'adresse mon cher Johan? Attends, avant qu'on parle de qui ça s'adresse, je voulais dire quelque chose. Ah, la transition était parfaite pourtant. Bah, je sais, mais tu m'as coupé donc. Oui, parce que ma transition était parfaite. Non, mais oui, mais je voulais dire un truc important. Allez, vas-y. Non, on disait le jeu, la création de personnages et tout, ça demande un petit peu, ça demande un petit peu d'habitude, etc. Après, c'est un jeu qui, quand même, au début, est initialement pensé pour être joué sur des pré-tirés et qui est pas avare en pré-tirés. Il faut quand même dire que, en termes de matos. Il y a une foison de pré-tirés disponibles. Il y a une foison de matériel disponible, aussi bien sur les pré-tirés que sur les scénarios. Il y a de quoi jouer des années sans rien créer. Voilà. N'ayez pas peur. Si vous vous dites « Ah non, moi, j'y arriverai pas à créer un personnage », ne vous inquiétez pas. Les personnages, il y en a un paquet qui ont été créés. Donc voilà, c'était juste pour préciser quand même
Tout à fait. Le jeu est vu quand même pour être joué à la base, je pense, avec les pré-tirés qui sont écrits dans le... Ouais, c'est un jeu qui est fait pour être simple. Tu prends ta fiche personnage, t'as tout dessus, t'as rien à faire. Tu peux aussi après t'amuser à créer quand t'es tombé un peu trop dans la marmite, quoi, comme moi. Voilà. Et donc... Et donc, à qui ça s'adresse, Johan, à ton avis? Donc toi, je te propose de parler du côté pour les MJ, tandis qu'avec Antoine, on parlera peut-être de notre expérience de joueur. Ouais. Moi, je parlerai aussi du côté pour les MJ. Hein. C'est bien que j'ai un avis sur tout. Pour les MJ, les scénarios sont assez nus. C'est-à-dire qu'il y a vraiment que l'essence de l'information dont il y a besoin. Il y a les PNJ importants, 2-3 endroits, l'histoire, et c'est rouler petit bolide avec ça. Après, il y a toujours à la fin du scénario ce qu'ils appellent une arborescence de scène. Ça veut dire qu'ils vous proposent une structure linéaire pour faire l'aventure. Donc vous pouvez le jouer comme ça, ou vous pouvez le jouer en bac à sable. Si vous n'êtes pas très confiant de vos capacités d'improvisation, d'orienter correctement une histoire où il y a du matériel qui est un peu désossé, vous faites l'arborescence de scène. Après, les scénarios en général ils font genre 4-5 pages. Il y a 4 personnages à connaître, 3 endroits et une liste de ce qu'ils appellent des événements, donc des choses qui peuvent se déclencher quand les chasseurs font certains trucs particuliers. Et avec ça, je trouve que c'est quand même assez bien orienté, mais c'est très, très épuré. Il faut avoir vraiment l'essence du truc. Et donc, il faut avoir peut-être un minimum quand même d'improvisation pour être capable de mener... mais après, moi, je trouve que c'est assez large dans le sens où les histoires sont simples. Tout le monde connaît les contes de fées. Et il y a finalement suffisamment d'informations pour mener à bien une histoire sans trop de problèmes. Moi, c'est un des jeux que j'ai le plus mené, mais c'est aussi un des premiers jeux que j'ai mené. Et finalement, ça s'était très bien passé. C'était avec vous que j'avais mené les premières parties, ça s'était bien passé. Hein. Enfin, quel privilège. Ouais, si vous pourriez noter dans l'histoire. Hein. On a fait des premières parties françaises de Broken Tales. Ouais, c'est probablement vrai en plus. Qu'est-ce que tu voulais dire sur le côté MJ, mon cher Antoine? Un peu ce qu'il a dit, un peu couper leur sous le pied. Oh là là, je pense que... Mon Dieu, mais quel mastermind! Parce que il y a quelques jours, j'ai dit à Johan, quand même, ça demandait un petit peu de travail en amont. Il m'a répondu non. C'est vrai, en fait, moi, ça demande pas de travail supplémentaire. Moi, je l'ai lu 1 à 2 fois et c'est bon, quoi. Ouais, c'est parce que t'es supérieurement intelligent, mais nous, simples mortels, on doit plus travailler. Pour nous... Sinon, vous prenez votre crève, vous m'invoquez, quoi. J'invoque un MJ pour la partie. En fait, quand tu lis les scénarios, ils sont assez maigres, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, ça fait 4-5 pages, mais si tu prends un autre type de police et de pagination, ça fait 1 page et demie. Dans certains autres jeux, par exemple, je pense... Mais c'est vrai. Je veux dire, en termes de texte pur, il n'y a pas énormément de texte sur le scénario, sur les scénarios. Et ce qui, je pense, il y a un bon côté et un mauvais côté. C'est que ça demande du taf en tant que maître du jeu pour remplir le scénar et pour qu'il y ait... surtout si tu n'es pas à l'aise à faire de l'impro sur le volet comme ça tout le temps, je pense qu'il y a quand même un travail pour boucher les trous, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de... Enfin, ce que j'ai lu, je trouve qu'il y a t'as les lieux importants, les personnages importants. Effectivement, à la fin, tu as un truc qui relie pour les différentes scènes. Mais si tu veux donner ce côté... c'est pas vraiment si linéaire que ça, et en fait vous pouvez un peu vous faire du bac à sable. Si t'as pas une capacité d'improvisation qui est très bonne, il faudra quand même taffer un peu pour épaissir le monde autour, quoi. Donc c'est pour ça que je dis que soit il faut un maître du jeu débutant avec une table de débutant, mais je pense que on disait ça, Jean, tu m'avais dit ça, un maître du jeu débutant avec des joueurs expérimentés, ça serait un peu dur pour lui, je pense. Et voilà. Donc, en fait, c'est une question de concept du jeu aussi, parce que l'auteur Alberto, je pense qu'il le fait aussi, parce que quand tu regardes la structure d'un conte, finalement, il n'y a pas beaucoup de détails dedans, tu vois. Et donc, comme le jeu, il est inspiré des contes, il les a construits de la même façon, quelque chose de très pur, avec juste les informations importantes, la méchante sorcière, le gentil noble, le chevalier corrompu, et tu travailles avec ça, quoi. Comme tu travaillerais un vrai conte de fées. Oui, il faut accepter de ne pas rentrer dans un monde ouvert. T'es pas en train de rentrer dans la terre du milieu où chaque pierre a une histoire. Ah non, t'es en train de rentrer dans une histoire, justement, avec un sens, et finalement... tu vas avoir, mais comme dans un conte, comme tu l'as très justement dit, assez peu de détails sur le lore autour dans les scénarios. Parce que probablement, j'imagine qu'il y a des endroits où il y en a.
Et là, il est en train de montrer les bouquins qui sont posés, scellés sous ses doigts. Mais effectivement, dans les scénarios, t'as l'essentiel de l'histoire qu'on veut te raconter, et c'est, comme tu l'as très bien dit, Johan, c'est pour, en fait, finalement, tes joueurs acceptent de suivre une histoire et pas forcément d'explorer le monde. Quand on lit le scénario, c'est ça qu'on a la sensation d'avoir sous les doigts. Et finalement, tu vois, quand je vous ai fait jouer ce pauvre capitaine Vincenzo, finalement, j'ai rien créé de plus que ce qui était déjà là, hein, et ça vous a suffi. Tu veux dire notre cruauté, c'est ça que ça vous a suffi à le mettre dans la gadoue, hein, sans problème. Oui, mais là, t'as joué avec nos sentiments aussi. T'as mis un pauvre R agressif face à nous deux. Bah oui, forcément, il va se. Voilà, il savait pas à qui il avait affaire, ce personnage imaginaire, qui serait bientôt notre némésis absolu. Il y a un truc que tu as dit que je trouve assez intéressant en termes d'accessibilité, mais c'est peut-être plutôt pour les joueurs, mais pour le MJ aussi, c'est que pour avoir joué des fois à des jeux très pointus sur le lore, je pense à l'anneau unique ou des choses comme ça, où il y a une grosse quantité de lore et de monde, et finalement, ce qui peut être des fois un peu impressionnant, soit pour le MJ quand il prépare, parce qu'il faut être exact, soit pour les joueurs, parce qu'ils doivent rentrer dans un monde qu'ils connaissent pas et il faut qu'ils s'intéressent. En fait, il y a un côté universel dedans, qui fait que en fait, n'importe qui peut jouer. Alors, en dehors des thèmes horrifiques, horribles, avec effectivement un côté très adulte et mature, qui fait que c'est pas accessible à n'importe qui parce qu'il faut rentrer là-dedans. Tous les scénarios n'ont pas une petite fiche qui te dise attention, ce jeu aborde des thèmes difficiles, ce scénario va aborder des thèmes de meurtre, de torture, etc. Attention, donc voilà, il y a ça qui fait que c'est pas accessible pour tout le monde, par essence. Mais le fait que ça soit aussi universel avec les contes fait que tu peux jouer avec des gens finalement qui n'ont pas forcément les mêmes goûts, tout le monde se retrouve sur quelque chose d'assez commun. Et ça, je trouve ça... Il n'y a pas beaucoup de jeux qui arrivent à rassembler autant sur le thème. Et ça, c'est cool. Et ça fait partie aussi de l'investissement des joueurs, c'est-à-dire que moi, je me suis rendu compte que souvent, les joueurs, ils sont investis par l'idée de trouver quel conte c'est aussi. Donc ils décrochent moins parce qu'ils cherchent un peu tous les petits indices qui pourraient leur dire ah mais oui effectivement ça c'est Hansel et Gretel, ah mais ça c'est le petit chaperon rouge, ça c'est Cendrillon, ah mais oui ça c'est la Belle au bois dormant. Et du coup il y a aussi le fait que ça investit les joueurs dans l'idée que bah en fait ils jouent quelque chose qu'ils connaissent un petit peu déjà et ils ont juste à avoir la curiosité d'aller voir ce qui a changé quoi. Et puis de toute façon, on parlait des thèmes, mais en fait, quand tu prends les thèmes originels des contes de Grimm ou Perrault de base, c'est pas super sympathique non plus. Hein. Il faut manger un peu dedans. C'est un peu trash. Hein. Tout à fait. On parlait aussi de à qui ça s'adresse. On parlait un petit peu des joueurs, du coup, là, Jean, tu disais par rapport au thème, etc. Moi, je dirais quand même pour les joueurs, il faut que le système plaise aux gens. Donc c'est comme c'est la même chose qu'on avait dit pour le PBTA, c'est-à-dire que il faut une table de joueurs qui soit investie. Et tout à l'heure, tu as utilisé le mot s'investir, etc. Je pense que c'est important, qu'il faut qu'il y ait des gens qui aient envie et puissent s'investir dans le jeu, parce que ça demande d'être, pour les joueurs, d'être concentré et d'être investi dans son personnage, d'avoir bien lu sa fiche et de pouvoir bien rebondir, parce qu'en fait quelqu'un qui va pas trop lire sa fiche, qui va pas faire gaffe, il va pas faire grand chose finalement, vu qu'en fait on interagit par la nature même de la narration du personnage. Il faut des joueurs proactifs, quoi. C'est des joueurs qui sont un peu passifs, ils vont vraiment pas aimer. C'est-à-dire que le joueur qui te demande juste à quel moment il doit lancer un dé, effectivement là tu n'y arriveras pas, parce que il faut qu'ils arrivent à prendre possession de l'histoire, et toutes les tables, des fois c'est pas le cas, des fois c'est difficile, et c'est pour ça qu'il faut quand même bien cibler. C'est vrai. Voilà. Mais si vous avez une table où... Ce qui donne un avantage quand même à ce jeu-là pour investir les joueurs, c'est que les personnages ils les connaissent, parce que c'est des personnages de contes de fées. Ils savent déjà un peu de quoi ils partent. Et la fiche de personnage, il y a littéralement 4 phrases les descripteurs, ça fait c'est 2 phrases par descripteur, donc ça fait 6 phrases, et ça décrit tout ton personnage en 6 phrases. Et donc en fait, il y a peu d'informations à connaître. Mais je suis d'accord qu'il faut que ce soit des joueurs qui sont capables de s'investir dans la narration, parce que s'ils n'arrivent pas à comprendre comment se positionner dans l'histoire pour pouvoir utiliser leurs dons et leurs descripteurs, bah effectivement, ça va tomber un peu à plat, quoi. Après, moi j'ai déjà joué avec des gens qui étaient complètement naïfs de jeux de rôle, a.k.a. mes frères, et ça a très bien marché. Oui, mais encore une fois, on parle d'une population très particulière. C'était frère. Waouh. Vous les avez jamais rencontrés, hein. Je tiens à préciser qu'ils ne les connaissent pas. On sait. Nous sachons. Non, mais en gros, pour moi, c'est un système qui est plus friendly que le PBTA. Ça veut dire que les gens seront moins rebutés.
Mais il y aura toujours cette voilà, il reste. Il part du principe que les gens sont rebutés par le PBTA. Moi j'aime pas ça. Moi je le dis, je suis pas trop fan. On n'est pas au niveau PBTA Tales, parce que vraiment, voilà, mais bon, sur l'échelle du PBTA, on n'est pas vraiment, voilà, c'est pas tout là-haut, mais. Non mais je veux dire, par exemple, par rapport à City of Mist, je trouve que c'est beaucoup plus accessible et plus facile à faire jouer. Ouais. Alors, quand j'ai fait jouer ma table à City of Mist, les gars, il fallait voir les silences entre deux phrases, quoi. Hein. Ah, je peux faire mais voilà, c'est ça. Donc et Broken Tales là-dessus, je pense que c'est mieux. C'est peut-être même pour un premier jeu dans ce style-là narratif, ça c'est bien. Mais il y aura quand même des gens qui seront rebutés, quoi. Donc faut bien que la table soit ok avec ça. Je trouve que c'est vraiment la personnalité des joueurs qui peut être difficile, ou vraiment à ce côté, sans parler d'expérience ou de premier jeu, de choses comme ça, c'est vraiment le côté, il faut être proactif sur la table. Et effectivement, la simplicité de ta fiche fait que parfois tu peux avoir ce côté, t'as pas de score, t'as pas de... Et c'est vrai que ça peut demander un peu d'adaptation quand t'as connu que des jeux où on te demandait jette 3D, t'y arrives pas. Ça c'est sûr... Mais en tout cas, voilà, moi, juste du point de vue joueur, je trouve que c'est... Enfin, moi, pour le coup, je pense que j'ai moins de mal avec les styles narratifs PBTA, Monadeco que toi. Et j'ai eu la première session où ça a été un peu dur de s'adapter. Un peu dur, enfin, ça a demandé un peu de réflexion en mode « Ah, je peux faire ça, etc. » Et après, ça a coulé tout seul. Là où les PBTA, je suis resté sur le côté de la route. Encore et toujours, malgré tous mes efforts. Voilà. On a pris le train. Je fais du stop là et personne ne passe me prendre pour l'instant, c'est triste. Non. On parlait un petit peu peut-être de l'ambiance. Comment est-ce que quels types de bandes sont? Qu'est-ce qu'on peut utiliser pour jazz noir, dans non, une partie? Pourquoi pas, non. Alors moi, je bannis le jazz noir. En fait, s'il y a du jazz noir pendant ça, le bouquin prend feu, l'écran fond, j'apparais au milieu de la table. Enfin, il se passe un truc. Il a une grande foule, les têtes comme moyen ça, d'invocation. en passant, il revient, le sang nourrit les livres. Non, mais bien sûr qu'il n'y a pas de jazz noir dans ce... Non, 1700. Quelle hérésie. Après un petit jazz noir médiéval. Un petit jazz noir médiéval. Jazz noir médiéval. Non, du coup, il y a une playlist officielle qui avait été distribuée, qui est disponible sur Spotify, je pense. Avec le Quick Start, elle est disponible. Avec le Quick Start pour le premier scénario. Et après, c'est des musiques, c'est de l'ambiance un peu dark et dark médiéval, quoi. Moi, j'aime bien utiliser. Il y a un truc sur YouTube. Oula, ça va sortir au petit chamber ? Non, sur YouTube, il y a une vidéo, c'est genre 2h30 de violoncelle sombre. Ah. Et ça marche. Ouais. Pour t'endormir le soir. Ça, c'est ce qu'il met pour s'endormir le soir, Yoann. C'est ce qu'il met pour accompagner sa vie. T'imagines, Yoann, il prend ses draps en satin noir, il recouvre sur lui, il éteint sa bougie en suie. Il ferme son cercueil. Sauf qu'il y a des gens qui viennent jouer du violoncelle noir pour lui, tu sais. Ouais, tout à fait. Vous dormez, maître ? Non, mais ça marche assez bien. Voilà, c'est toutes les ambiances un peu. Ça n'a pas besoin d'être forcément malaisant, mais faut pas que ce soit un truc trop joyeux. Trop joyeux, quoi. La lumière de l'espoir, tout ça, c'est non, quoi. Darkest Dungeon, ça peut marcher. Dungeon, c'est parfois un peu punchy, mais pour les scènes de combat, ça marche bien. Puis après, il y avait il y a la playlist de VSN qui colle assez bien aussi. Ah oui. Que j'utilise aussi pas mal. Très bien, on vous mettra les petits liens. Enfin, Jean, tu mettras les petits en direction, merci. À vos ordres. Et tu feras le ménage aussi. Allez. Bon, alors on va pas demander à Yoann son avis sur le jeu, parce que je pense que ce serait un avis... J'ai noté, c'est le meilleur jeu du monde. C'est bien que tu le dises, Antoine. Ouais, c'est bien. Ah si, tu peux donner ton avis sur le jeu, Yoann, quand même, on t'a invité. Donc Mon avis sur le jeu. Moi, quand j'ai commencé Broken Tales, j'avais pas beaucoup joué et pas beaucoup mené. Et c'est un jeu qui a vraiment très bien cliqué pour moi, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de liberté d'interprétation et en même temps des directives claires sur ce qui est attendu d'une partie et ce qui est attendu d'un personnage, avec un système qui est très narratif, et moi j'adore ça, les systèmes narratifs. Ça a débloqué un truc en moi aussi sur la création de contenu, quoi. Je veux dire, le bouquin qui t'explique comment créer des chasseurs, des scénarios et des présences obscures, tout ça. Enfin, je
trouve que c'est très bien fait. Moi, j'adore cet auteur. Je suis très fan de la façon dont il voit le jeu de rôle. Et donc, voilà, mon avis, c'est que c'est un très bon jeu qui, évidemment, ne plaira pas à tout le monde parce que ça n'existe pas, un jeu universel. Mais je trouve que c'est une très bonne interprétation de ce que peut être un jeu de rôle narratif. Tu es investi très 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 fort dans ce jeu et on le sent. Hein. C'est vrai. Tout ton amour du jeu, je pense, transpire dans ce podcast. Et aussi, on n'en a pas parlé, mais l'art... Alors, on va en parler, t'inquiète pas. Ah oui, mais on va en parler. T'inquiète pas, il y a une partie Bah, réservée fini, pour hein. ça à chaque fois. Très bien. Et voilà, juste... Attention, le foreshadowing, attention, mais l'art, je m'arrête là. Antoine, un petit avis pour contrebalancer tout cet amour? C'est toujours moi qui balance sur son jeu. Putain, c'est toujours moi l'arc ennemi. Les pins dans le pied, c'est voilà, toi, bon. ouais, toujours, systématiquement. Oui. Mais revenons au jeu, est-ce que tu veux Ça nous parler de quand ça? Alors, oui, à mon avis sur le jeu. Moi, c'est un très bon jeu. On a fait beaucoup de parties, etc. J'aime beaucoup. J'adore l'ambiance. L'art, voilà, on en reparlera, mais effectivement, voilà. C'est pas les systèmes de jeu que je préfère dans le jeu de rôle. Je trouve que dans ce type de système, c'est probablement le meilleur auquel j'ai joué. Et voilà, moi je trouve que c'est un super jeu, donc allez pledger, voilà, c'est un très bon jeu. Il faut quand même que, voilà, je pense qu'on vous a dit un petit peu durant le podcast quels sont les points à faire attention, parce que c'est pas pour tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui, parce que le jeu aussi est très joli, qu'il faut quand même être sûr que ça puisse vous plaire à vous et à votre table. Mais non, voilà, c'est un super jeu, une super ambiance. Le petit bémol que je mettrais, c'est juste les scénars. Moi, c'est vrai que les scénars que on me parlait sont assez nus, ce qui est voulu, je pense, effectivement. Mais moi, j'aime bien les jeux où il y a des scénars un peu plus velus, un peu plus... voilà, où il y a moins besoin d'écrire. Parce qu'on n'a pas tous la patte écrivain comme Johan. Mais donc, je tiens à préciser que j'écris pas pour vous les faire jouer, ces scénars-là. Hein. C'est vraiment juste comme ça. Mais Antoine, il aime avoir un supplément de 150 pages sur comment se passait la vie au Caire dans cet hôtel avant de commencer le scénario. Donc c'est sûr. Non, mais c'est parce que quelles étaient les habitudes de vie des grooms, voilà, si je devais dire un petit défaut, ça serait que c'est ça. Je trouve que des fois, quand on joue au jeu, il y a peut-être ce petit côté manque de profondeur, pas dans l'histoire, mais dans le... Je sais pas comment expliquer, la sensation d'univers autour, quoi. C'est-à-dire que des fois, voilà, je trouve que ça manque un petit peu de vie, et ça, c'est dû, je pense, aux scénarios qui sont très nus, et c'est voulu, mais voilà, moi, c'était le ressenti que j'avais de temps en temps. Voilà. Jean, si tu veux clôturer tout ça... moi, j'annonce tout de suite, je trouve le jeu, effectivement, très sensible à la direction artistique, on va en reparler, mais du coup, je trouve les bouquins magnifiques. Pas de problème avec ça, et très originaux, et je trouve que c'est difficile d'être original dans le jeu de rôle, et ce jeu est original par sa forme et par son fond, donc déjà j'adore, j'annonce tout de suite que je vais le pledger, donc du coup au lendemain de la sortie de ce podcast Day One, j'espère qu'il y aura de l'early bird, parce que du coup ça me permettra d'avoir encore plus de contenu, parce que j'aime le contenu, mais sinon... J'aime le capitalisme. J'aime le capitalisme. Mais sinon... Et sinon, j'aime beaucoup le jeu. J'ai eu un peu de mal avec le système au début, mais je rejoins Antoine. Je trouve que dans le style extrêmement narratif, c'est une des meilleures versions que j'ai vues, mais on n'a pas tout vu. Il y a probablement des choses, mais voilà, je vous l'ai dit, j'aime pas le PBTA. J'adore l'accessibilité, le fait que le lore soit si accessible, je trouve ça... C'est-à-dire que je me dis, j'ai un groupe de jeux assez neuf là, je pourrais assez facilement leur faire jouer parce que il y a plein de gens différents dedans, et finalement, il n'y a pas besoin d'avoir une rêve commune. Enfin si, il y a besoin, mais c'est une rêve commune qui est dans le fond, finalement, de la culture européenne, ce qui fait que, en fait, tu peux jouer avec tes parents, tu peux jouer avec tes frères et sœurs, ou avec tes potes, et même les rassembler sans qu'il y ait des différences de compréhension, contrairement, par exemple, à One Ring. Donc j'aime beaucoup ça, j'ai trouvé que c'était un super jeu. Alors effectivement, voilà, on n'est pas sponsorisé ni par Word Anvil, ni par Arkane pour parler de ce jeu, mais on a quand même, effectivement, on est de la subjectivité, parce que c'est un jeu auquel on joue depuis presque 2 ans, de façon, pas tous les jours, mais de façon assez régulière. Donc c'est sûr que, voilà, il y a une part de subjectivité dans notre avis. Mais je trouve que c'est un très très bon jeu qui vaut le coup d'être découvert. En plus de ça, on en reparlera. C'est facile de le découvrir.
même gratuitement, ce qui ne fait qui ne rend que le jeu meilleur. Donc voilà mon avis. Un quick start. Il paraît qu'il était là en anglais. Est-ce qu'il sera gratuit en français ? Je ne sais pas. Arkane, c'est à vous de nous le prouver. On l'a pas dit, mais cet épisode, ça fait 2 ans qu'on prévoit de le faire. Et Yoann fait genre non, mais pas tout de suite. Et là, on s'est j'ai dit signé un NDA. Attendez, j'ai signé un NDA sur le NDA précédent. Voilà le fameux NDA. Attendez. Je peux pas parler de ça, les j'ai gars. signé un nouveau contrat, je ne peux pas en parler. Non, j'ai signé aucun contrat. Arkane, effectivement, me paiera pour ce que je vais écrire. Et on les remercie d'ailleurs. Et on les remercie quand même aussi d'avoir partagé le jeu en français en avant-première pour moi, pour que je puisse en parler plus précisément. Voilà. Donc écoute, puisqu'on va parler du jeu en français, on va pouvoir parler de la gamme. Alors du coup, elle est petite pour le moment, parce que le jeu vient d'arriver et pour l'instant, il n'y a pas encore une énorme gamme, il y a quand même quelque chose de conséquent. Donc on va le faire à la Antoine, comme d'habitude, comme le veut ce podcast, comme le veut la tradition, comme le veut l'usage. Et donc on va commencer par, y a-t-il un kit d'intro ? Oui, il existe un kit d'introduction qui existe en tout cas en anglais, avec qui permet de jouer un scénario avec 5 chasseurs. On peut choisir parmi 5 chasseurs et jouer Très un bon scénario complet. d'ailleurs. Donc on espère qu'il sera disponible gratuitement en français. Bah oui, ça serait après, pas peut-être mal. qu'ils le mettront dans le bouquin en plus, si jamais. Bon. Alors de En toute tout cas, façon, vous pouvez le trouver en anglais. scénario, il est présent dans le bouquin. Il est déjà inclus dedans. Ouais. Et il est présent en Quick Start, en tout cas, il l'était en anglais. Donc du coup, tu parlais de l'art, l'état Ouais. pur, Ouais. et du livre de base. Ouais. Je tiens à dire que Johan a fait faire un écran qui n'existe pas dans le commerce pour le commun des mortels, fait sur mesure pour lui avec une technique spéciale pour pouvoir s'adapter à l'art du livre. Juste voilà, pour vous poser un petit peu quand même les ambitions artistiques du bouquin. J'étais tellement amoureux du jeu et de l'art qu'avant de recevoir le bouquin, j'avais demandé 3 illustrations à l'auteur du bouquin en lui disant est-ce que je peux les faire graver sur un écran, et il m'a dit oui, et du coup je l'ai fait quoi. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse d'autre? Voilà, c'est tout, c'est la faiblesse d'un homme. Non, c'est vrai que ça, c'est un des gros points forts du jeu. Ouais, bah du coup, l'artistique est magnifique. C'est une direction artistique incroyable. Je rappelle, l'illustrateur, c'est Daniel Comerci. Et en fait, il n'y a que du rouge, du noir et du blanc. Et il fait tout avec ces 3 palettes-là. Et les dessins sont incroyables, quoi. Et Ouais. Ça fait un peu penser, tu sais, même parce qu'on parle des dessins qui sont magnifiques, mais même la maquette, les polices d'écriture. Enfin, il y a une recherche assez dingue quand même, et ça fait penser un peu à ce jeu. C'est quoi déjà, Borg là, merde. Ouais, je trouve qu'on est dans ce délire là. Bah, il disait que ça faisait partie des paris en fait en prenant cette signature artistique là, c'était d'avoir un truc qui arrivait à se dénoter. Et il prenait comme exemple justement Morgborg en disant bah tu vois Morgborg, tout le monde sait ce que c'est sur l'identité visuelle parce que c'est un truc genre c'est du jaune et du noir et ça clash de partout, et ils ont fait un peu ils se sont dit bah on va essayer de faire un truc un peu dans Et puis il y a ce côté dessin pas sale mais imprécis, tache d'encre un peu partout là, comme si jamais finalement c'était pas vraiment du dessin mais une espèce de vision nébuleuse. Et puis c'est des bouquins carrés. C'est quand même un gros. Des bouquins carrés qui ont le format des livres de contes en fait. Ouais, pour enfants. Pour enfants, pour grands enfants. Donc du coup, la gamme. Le livre, donc un quick start en anglais, peut-être en français, on espère. Gratuit. Un livre de base. Un livre de base. Antoine, combien de pages dans le livre de base? En couleur ou pas en couleur? Cartonné ou pas cartonné? Pages. Couleur, cartonné. 275. Cartonné, couleur, 215 pages. Avec un ruban. Avec un Ça ruban. s'appelle pas un ruban, ça s'appelle un... Non, c'est un nom, mais je l'ai oublié. Je ne sais pas, tu sais, en anglais sur Discord, on parle de ruban. C'est un signé. Non, Un c'est pas signé, ça. merci. Un signé, il y a un homme tout à ici fait. qui sait. Parce Et que il y a un sachant, ouais. Il y a un sachant. Donc, le bouquin de base, dedans, vous avez toutes les règles pour jouer, les règles de Mona Deco adaptées à Broken Tales. Vous avez de quoi créer des scénarios, de quoi créer des chasseurs. Vous avez une dizaine de scénarios déjà dedans. Vous avez ce qu'ils appellent des présences obscures, qui sont des personnages que vous pouvez introduire dans des scénarios qui sont inspirés de contes de fées également, mais qui ne sont pas dans des scénarios actuellement, genre Merlin l'Enchanteur, le prince de la grenouille, les trucs Donc comme c'est ça. des gentils qui deviennent méchants du coup. Pas forcément, il y en a qui sont alliés, il y en a qui sont opposés, il y en a qui sont neutres. C'est un peu des cartes joker que tu peux rajouter dans tes scénarios. Ok. Et ensuite, C'est les il y personnages a... notables du monde.
Il y a une carte de l'Europe, évidemment. Et puis voilà. C'est déjà pas mal. Quel prix en VO pour ce bouquin? Antoine? 55 €. 55. Donc du coup, ça c'est le prix en VO, en anglais ou en italien. Ça ne préjuge pas du prix français, mais Ouais. on n'a pas les prix qui seront affichés. Post Kickstarter, enfin, c'est le prix affiché aujourd'hui si vous voulez le commander aujourd'hui. Tout à fait. Quand on le kickstartait, c'était 45 €. Et pour 55 €, c'est pas que le bouquin, c'est le bouquin et 14 fiches de chasseurs. Donc c'est des fiches individuelles Ouais. du même format que le bouquin, qui ont un recto avec une illustration incroyable de votre chasseur. Et je n'insisterai jamais assez sur le fait que l'art est incroyable. Vous voyez Alors, pas, c'est vous pas avez très marqué radiophonique, 14 mais plus 1. il est en train, peut-être que vous l'entendez, il est en train de manipuler tous ces objets. Ah ouais, Comme des saintes reliques pour nous le montrer comme si on l'avait pas encore vu. Voilà, désolé, vous ratez ça. Ouais. C'est absolument formidable ce qui est en train de se passer. Tu les avais pas vus, toi, Antoine? Ouais, Regina, ouais. J'avais déjà une partie, moi j'aime bien, j'aime bien Garou, moi. Pas très radiophonique ce que vous faites, les gars. Là, Non, je c'est suis pas très désolé. radiophonique. Non, pardon. Bref. Ils sont en train de se montrer leurs images. Là. C'est un peu et- comme des étudiants en train de se montrer leurs cartes Pokémon. Les images. Et au verso, du coup, tout le texte de règles de votre personnage. Donc, ces 3 descripteurs, ces 3 dons, un petit résumé de sa vie jusqu'ici, un équipement qui est là plus pour faire du flavor, et son score de soma, son score d'expérience et ses blessures. Et voilà. Et donc, vous êtes équipé, il y en a 14 comme ça, donnés avec le livre de base. Et donc, du coup, c'est des pré-tirés. Et on peut rajouter qu'il y a quand même souvent, avec ces pré-tirés, dans les scénarios du bouquin qui vont avec, des scénarios qui sont jouables de façon particulière avec au moins souvent un des chasseurs qui va avoir des choses particulières qu'il va pouvoir faire pendant ce scénario. Oui, c'est-à-dire que si vous jouez le chasseur qui est inspiré du même conte que le scénario que vous jouez, en général, il y a des interactions particulières qui sont prévues dans le scénario également. Ouais, c'est sympa ça quand même. La gamme ne s'arrête pas là. Non, la gamme ne s'arrête pas là. Ah, c'est fantastique. Quand on pense que c'est terminé, il y en a encore. Ah, c'est incroyable. Lors du premier financement, et ce sera le cas aussi pour Arcane, ils ont lancé en même temps la première extension qui s'appelle The Broken Ones, qui je crois sera Les Brisés. traduite dans Les Brisés en français. On aime bien ici, c'est ça. On aime bien ça. On aime bien les gens brisés. Qui fait du coup combien de pages? Alors, 171 171. Allez, ça va être un truc comme ça, aux alentours de 170 pages. Qui est un supplément qui apporte... Ah oui, j'ai oublié de vous dire, dans le livre de base, il y a aussi de quoi faire une campagne. C'est pas très détaillé, mais il y a un peu. Et donc, dans cette extension... Il y a 4 on vous lignes et amène- demie à peu près. Non. Ouais, attends, c'est beaucoup ça pour. Non, il y en a 6, attendez. Ah, qu'il est mauvais. Dans cette extension, on rajoute le trésor de l'ordre, qui est un lieu dans lequel les chasseurs peuvent venir pour récupérer un objet mythique, genre Excalibur, ou Par exemple. hein. les Voilà. cheveux de les cheveux À de tout réponse, hasard. les cheveux de réponse ou des trucs cheveux comme de ça qui réponse sont ouais Yes. tu peux récupérer les cheveux de réponse. Il y a encore son c'est scalp pendu dessus avec, non ou comment ça se passe? Et bah tu peux si t'es un compteur particulièrement sadique, tu peux laisser le scalp dessus, oui, si tu veux. Super. Ce sont du coup des objets qui donnent un don en plus, en fait, donc un pouvoir en plus. Ça permet de moduler un peu la fiche de personnage. Il y a également dans cette extension un mode pour jouer en solo, donc c'est plus de l'écriture d'invention, avec en fait des propositions d'histoire pour chaque personnage. Donc pour chaque personnage, il y a différentes propositions d'histoire qui existent, et il vous donne un système de génération aléatoire avec des lancers de dés, des tableaux, un peu plus à l'ancienne. Ensuite, il y a un truc qui s'appelle le village, et le village, c'est le mode OSR, donc c'est le mode plus dur, puisqu'en fait, les chasseurs sont très puissants. Là, vous jouez à la place des villageois, donc vous n'avez Voilà. aucun pouvoir. Tu joues qui? On Comment joue il des s'appelle le moutons, garde? On joue des moutons. Vincenzo, vous jouez Tu joues Vincenzo. Vincenzo en fait. Voilà. Voilà, On exactement. joue Vincenzo, on se fait soumettre, stage 2. Vous jouez Vincenzo qui croise Jean et Antoine. Voilà. C'est une version un peu hard du jeu. Voilà, et donc ça, je pense que je te Ouais, l'avais pas un peu- montré, un peu Antoine, mais donc hardcore, il y a une magnifique illustration du village, en fait, avec tous les personnages possibles que tu peux jouer Ouais, dedans. stylé. En plus de ça, il vous propose du coup des scénarios supplémentaires, plus de scénarios toujours. À peu près 20 pages du coup, tu vois, Antoine. À De peu scénario. près. Ouais. Scénario Ouais, à peu non, près, non, ouais. non. Il y a 90 pages de scénarios dans ce livre. Donc c'est à peu près 150 scénarios supplémentaires. 155 Forgotten Tales. Non. Et 90 pages de scénario, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça fait 7 scénarios supplémentaires. Ah, on se moque, on est comme ça, on je sais, se moque je un On est petit taquin, on peu. est taquin, on est taquin. Et Que serait cet épisode sans un petit peu de sel? évidemment, si on n'a pas le sel d'Antoine, de toute façon, c'est plus Tales.
non, hein. Tal. Un jour, quand je serai vieux, je c'est sortirai un bon sel de mer qui s'appellera le sel d'Antoine. Le sel d'Antoine. Ouais. Distribué dans toutes les meilleures Très épiceries. bon sel, hein. Dans toutes les grandes tables. Et du coup, avec ce livre d'extension, arrivent 13 autres fiches de chasseurs, donc ça fait 27 chasseurs en tout, avec la particularité que ces chasseurs-là, pour la plupart, sont ce qu'on appelle des brisés. Ça veut dire qu'en fait, c'est des Ils ont personnages... rencontré des parents, c'est ça? Ils ont rencontré des parents, ouais. C'est ça. Les vieilles références. Hein. Ah, là, ça tape dans la référence. Ils ont été joués par Antoine, Épisode ils ont 1. rencontré leurs parents et ils sont brisés. Voilà. Non, c'est des personnages qui, Jean a du joué coup, le papa. accrochez-vous bien, c'est des personnages qui, dans le conte original, sont des gentils. Ok. Dans la version du scénario, dans les jeux, sont du coup des méchants, Ok. mais peuvent être, comment on dit, convertis. C'est-à-dire qu'à la fin du scénario, vous n'êtes pas obligé de les buter, n'est-ce pas, hein? Ah bon? Et- Il y a une solution? Mais attends, nous, on l'avait pas tué d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Et vous pouvez du coup les recruter comme chasseurs. Et donc dans ce cas-là, ce sont des chasseurs qu'on appelle des brisés. Donc là, vous retrouvez des personnages qui sont originellement des gentils. Les gentils, Genre les méchants, Blanche-Neige, Yes. Alice, La Belle et la Bête, voilà. Qui se jouent de la même façon que Voilà. les personnages de base. Mais alors, pas du tout dans ce rêve bleu. Hein. Si vous commencez à jouer en Non. disant ce. Non, en chantant, ça n'ira Non. pas. Est-ce Vous qu'il voyez y a- Vincenzo finirait comme ça. est-ce qu'il y a des dés? Alors, il y a en fait Ouf. la gamme, Attendez, j'ai une palpitation. la gamme anglaise. 50 euros 50 euros les dés Non. La gamme anglaise est en train de lancer une deuxième extension qui a été crowdfundée et qui est en cours de production, dans laquelle il proposait en plus des dés Broken Tales et un écran du compteur, qui seront tous les deux disponibles aussi du coup pendant la gamme de financement de Arcane. Pas l'extension, mais les dés et l'écran. De toute façon, si c'est Arcane qui fait les dés, ça sera encore outrageusement trop cher. Rat. ça c'est. Mais non, mais c'est pas leur faute, hein, c'est le marché. Ah, c'est la faute de Et là, personne. on a oublié de le dire, mais d'ailleurs, on ne lance que des D6 dans ce jeu. Donc, vous pouvez, Oui. vous n'avez pas besoin d'investir dans des dés du tout. Vous prenez juste des D6, c'est pas très compliqué. Du C'est coup, vrai, tu viens de le dire, hein, il y a une suite de gamme qui est prévue en VO, qui est en cours de production. Tout à fait. Et donc, on imagine, on espère en tout cas, que Arcane fera ce qu'ils font avec tous leurs jeux, à savoir sortir les suites de gamme, n'est-ce pas? Mais attendez, là, vous êtes beaucoup trop salés sur Arcane, là, qu'est-ce qui vous arrive tous, là? Non, mais attends, entre Alors, gens voilà, qui se c'est paluchent tout, tous c'est les de soirs l'amour- en attendant leur c'est de futur l'amour jeu, là, qu'est-ce vache, qui... voilà, c'est parce que Mais attends, des par gens contre, exceptionnels, est-ce qu'on- on attend juste le meilleur. Mais non, mais c'est parce que Jean, il en On manque. peut parler tu d'un vois. truc, non? Est-ce que, attends, parce que est-ce que Arcane, ils vont faire ce qu'ils font d'habitude avec les autres jeux sur Broken C'est-à-dire Tales? Le sortir en retard? Bah, ils ont Non, produire du contenu exclusif Non. à la version française. produire du contenu exclusif original. Il est prévu. Il y a NDA là-dessus, Antoine. Non, si la campagne se déroule Non, il me bien. semble qu'il a dit qu'il avait le droit. Il me semble qu'il a Si dit la qu'il avait campagne le se déroule bien et qu'on arrive à débloquer les objectifs, il y aura un peu de contenu français rédigé par moi. droit. Et ben voilà. Mais voilà, félicitations. Hein, Merci. Une, Moi, je une tiens à campagne de 400 pages. féliciter, Allez, ciao. Je tiens à féliciter notre ami Johan pour ça. Si jamais, dans toute cette gamme pléthorique, il y avait une chose à avoir, les Une indispensables seule. pour jouer, en dehors du Kickstart gratuit, qui évidemment est indispensable, qu'est-ce que tu nous conseillerais, toi qui connais si bien le jeu? Bah, le livre de base. C'est la seule chose qui est vraiment nécessaire. Vous avez toutes les règles dedans, vous avez de quoi construire vos propres scénarios. Il y a déjà une dizaine de scénarios dedans. Ça vient avec 14 personnages pré-tirés. Il y a déjà largement de quoi faire juste avec le livre de base. Après, le deuxième livre, il contient 2 jeux supplémentaires, quoi. Il contient le jeu solo et l'OSR. Donc, c'est un peu quand vous voulez varier un peu les plaisirs, quoi. Ouais, donc le livre de base suffit à jouer. Tout On à revient fait. quand même à la base du jeu de rôle où, avec un livre de base, tu Ouais. peux t'éclater pendant des heures. Ça, c'est quand même assez Yes. fantastique. Et ben voilà. Ben voilà. Antoine, ça fait quoi d'avoir enfin traité Broken Tales? Ah oui, ben non, mais je viens de dire que j'étais content. Les NDA étant arrivés enfin il y a pas longtemps, la Cour de cassation ayant rejeté la demande de Johan de poursuivre le NDA, on a enfin pu avoir un épisode. Quoi. Donc, C'est même pas- plutôt sympathique. En plus, c'est même pas ça. Vous avez dit que vous ne chroniquiez que des jeux en français. Il n'était pas en français. Il joue sur les mots, le monsieur, Oui, quand même, moi, je trouve. bien hein. sûr. Ouais, moi je trouve qu'il se rétracte vachement là. Moi, je me rappelle quand on lui avait proposé qu'il était en mode genre non, mais ça je ne peux pas en parler, je n'ai pas le droit. Je suis lié par un pacte. non, mais très bon jeu. On vous conseille de pledger. On espère que vous allez découvrir ça et que ça va vous faire kiffer. Voilà. À quoi on joue la fait quoi prochaine la prochaine fois, Jean Allez, sur cette question, je vous laisse. Hein, ciao. Je sais pas.